Il était une fois, au cœur de Victoria Island, une femme nommée Amina Soro. On s'arrêtait pour la regarder dès qu'elle entrait dans une pièce. Non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son allure de reine. Grande, le teint clair, les pommettes saillantes et le regard impassible, Amina portait toujours des vêtements de créateur et ne s'habillait jamais deux fois de la même façon. Elle vivait dans une somptueuse demeure blanche, entourée de gardes, de fleurs et d'un haut portail noir qui ne s'ouvrait jamais aux étrangers. On la disait sans cœur. On disait qu'elle n'avait ni famille, ni amis, ni personne en qui avoir confiance, seulement de l'argent. Mais il n'en était rien. Le monde de Amina avait basculé après la mort de son mari, quelques mois auparavant. Il n'avait jamais eu d'enfant. Depuis, elle travaillait, voyageait et rentrait chez elle dans le silence. Elle n'avait qu'une seule amie, Michel, son plus grand soutien depuis l'enfance. Mais cette vie était sur le point de changer. Un après-midi fatidique, Amina était assise à l'arrière de son Range Rover noir, de retour de l'hôpital, après avoir rendu visite à son ami Michel, qui venait d'accoucher. Son chauffeur, Matthew, avançait lentement dans les embouteillages. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Madame, devrais-je prendre le raccourci ? On risque d'être coincé dans les bouchons jusqu'à la nuit. » Amina ne répondit pas tout de suite. Perdue dans ses pensées, elle imaginait le bébé de Michel dans ses bras, ce qui lui rappela son rêve de devenir mère. Elle soupira et dit doucement « Passe par Ozumba, peu importe si ça prend 2 heures. »« Oui, maman, » répondit Matthew en tournant le volant. La voiture s'arrêta. Un feu rouge clignotait au loin. Matthew allait faire une remarque sur l'embouteillage quand Amina leva légèrement la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en plissant les yeux par la fenêtre. Matthew regarda lui aussi. « Quoi donc, maman ?»« Là-bas, près de ce poteau. » Cette dame, Matthew, se retourna et vit une femme à l'allure de folle, assise pieds nus, au bord de la route, tenant 2 bébés, un dans chaque bras. Les bébés étaient enveloppés dans ce qui ressemblait à de vieux chiffons délavés. Leurs vêtements étaient sales, leurs cris étaient faibles, mais perçants, même à travers la vitre. Elle était assise au bord de la route, tenant un morceau de journal pour essayer de protéger les bébés du soleil brûlant. Matthew fronça les sourcils. Ils font toujours ce numéro de mendicité. Maman, certains louent même des bébés, mais Amina n'écoutait pas. Ses yeux étaient rivés sur les visages des bébés. Quelque chose en eux lui serrait la poitrine. Elle se pencha en avant, comme si les regarder de plus près pourrait expliquer ce que son cerveau ne parvenait pas à comprendre. Elle murmura « Ses yeux ». Le jumeau de gauche leva brièvement le visage. Ses yeux étaient noisettes, de la même rare couleur brun clair que ceux de son défunt mari. « Impossible », pensa Amina. Elle cligna des yeux. Était-ce le souvenir des bébés qu'elle venait de voir à l'hôpital qui l'émouvait ? Ou être son imagination lui jouait-elle des tours ? Mais soudain, le deuxième bébé leva les yeux, et les mêmes yeux la fixèrent en retour. Son cœur fit un bond. « Arrêtez la voiture !» s'écria Amina. Matthew parut perplexe. « Maintenant ?» j'ai dit. « Arrêtez la voiture !» Maintenant, le conducteur freina et se gara le long du trottoir. Amina ouvrit la portière et s'avança dans la rue poussiéreuse, indifférente au soleil brûlant qui lui fouettait le visage. Matthew la suivit rapidement avec un parapluie, mais Amina marchait déjà d'un pas rapide droit vers la femme. Lorsqu'elle la rejoignit, la femme leva les yeux, le visage empreint de peur et de surprise. Elle ne dit rien. « Qui êtes-vous » demanda Amina d'une voix ferme. Elle baissa les yeux vers les bébés, puis les releva vers elle. « Je suis Lina. » Elle se pencha légèrement, les yeux rivés sur les jumeaux. « Ils sont à vous. »« Oui, » dit-elle en resserrant son étreinte. « Ils sont à moi. » Amina haussa les sourcils. « Et où est leur père ?» La femme détourna le regard sans dire un mot. L'air autour d'eux était lourd de poussière lorsqu'une voiture passa. L'un des bébés se remit à pleurer. Ils avaient l'air faibles, comme des enfants souffrant de malnutrition. Les lèvres de Amina s'entr'ouvrirent, mais elle ne sut que dire. La façon dont Lina berçait les jumeaux ne ressemblait pas à une ruse. Elle n'avait pas demandé d'argent, elle n'avait pas tendu la main, elle n'avait même pas bougé. Amina prit une profonde inspiration et regarda sa voiture. Matthew tenait toujours le parapluie derrière elle. Elle se tourna vers lui. « Amenez-les. »« Maman, ai-je dit, portez-les dans la voiture. » Matthew resta figé. Amina s'emporta. « Est-ce que je parle chinois ?»« Non, maman. » Matthew s'avança rapidement. Lina, effrayée, recula. « S'il vous plaît, ne les prenez pas. Je ne suis pas fâchée. » Amina leva doucement la main. « On ne vous les prend pas. Vous venez avec nous. »« Je ne veux pas. Tu ne dois pas aller à la police ?» demanda-t-elle. « Non, pas de police. » répondit-elle d'une voix douce. « Je te le promets. » Lina hésita. Puis, lentement, prudemment, elle la suivit jusqu'à la voiture. Dans le Range Rover,
La climatisation était allumée. La brise rafraîchissante apaisait les jumeaux, qui cessèrent de pleurer. Lina, raide comme un piquet, la sueur perlait sur son front, le regard fuyant comme celui d'un animal pris au piège. Matthew conduisait lentement. Amina ne parlait presque pas. Elle fixait les bébés, leurs yeux noisettes désormais clos, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de leur respiration. Elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, pourquoi elle ressentait un lien si fort avec les jumeaux. Mais une chose était sûre, ce n'était pas une erreur. Le silence régnait dans la voiture. Seul le doux bourdonnement de la climatisation emplissait l'habitacle. Amina restait assise, les yeux rivés sur les 2 bébés couchés sur ses genoux. Ils dormaient maintenant. Leurs petits visages étaient paisibles, mais leur peau était couverte de poussière, souillée par le sol. Elle sentait encore leur faiblesse lorsqu'elle les avait portés dans la voiture. Lina était assise au bord de la banquette arrière, les mains jointes, ses vêtements sales et déchirés. Son regard balayait la voiture, des sièges en cuir luxueux au voyant du tableau de bord. Elle semblait effrayée, comme une enfant qui aurait pénétré dans un palais. Elle n'avait rien à y faire. Amina la regarda sans rien dire. Elle ne savait pas quoi dire. Son cœur était lourd, mais ses pensées s'emballaient, trop vite. Les questions s'accumulaient dans sa tête. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Et surtout, pourquoi les bébés avaient-ils les yeux de son mari? La voiture s'engagea dans sa propriété. La longue allée sinueuse menait à une immense demeure blanche, entourée de grands palmiers et d'une large clôture. Le portail s'ouvrit lentement lorsque le gardien reconnut la voiture. La bouche de Lina s'entr'ouvrit légèrement. Elle contemplait la grande maison comme si elle était dans un film. « Vous habitez ici ?» finit-elle par demander d'une voix faible. Amina ne répondit pas. Elle regardait toujours par la fenêtre. Lorsque la voiture s'arrêta à l'entrée, 2 employés en uniforme en sortirent en courant. L'une d'elles ouvrit la porte de Amina. Une autre voulut prendre les bébés dans ses bras, mais elle se retira brusquement. « Ne les touchez pas, dit-elle. » L'employé s'écarta, perplexe. Amina sortit prudemment, serrant les bébés contre sa poitrine. Sa robe de créateur était tachée par la poussière de leurs vieux emballages. Lina sortit lentement, elle aussi. Elle s'essuya les pieds sur le paillasson, comme si elle ne voulait rien tacher. Matthew se tenait près de la porte, chuchotant quelque chose à l'un des gardes. Son visage exprimait la confusion et l'inquiétude. À l'intérieur, la lumière était chaude. Une odeur de cire au citron flottait dans l'air. Un lustre imposant surplombait le sol en marbre, et une douce musique s'échappait d'enceintes dissimulées. Lina s'arrêta à la porte. Elle baissa les yeux sur ses pieds couverts de boue. Amina se retourna. « Qu'y a-t-il » Elle leva les yeux. « Je suis sale. » Amina la fixa un instant, puis elle revint sur ses pas et ouvrit un placard. Elle en sortit une serviette. « Entre !» Lina obéit. Amina lui tendit la serviette. « Essuie-toi les pieds. » Elle se baissa rapidement et fit ce qu'on lui avait dit. Amina appela alors « Joy ». Une femme en uniforme de femme de ménage lavande entra précipitamment. « Oui, madame. Apportez un bol d'eau et dites au docteur Andrew de venir immédiatement. » Joy hocha la tête et s'élança. Lina observait la scène en silence. Son regard parcourut le plafond, le tableau au mur, les dorures de l'escalier. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Amina se dirigea vers le salon et déposa délicatement les bébés sur un canapé blanc moelleux. L'un d'eux remua et laissa échapper un petit cri. Lina accourut. « Il va bien ?» demanda-t-elle. Amina la regarda. « Lequel est lequel ?» demanda-t-elle. « C'est James. L'autre, c'est Joseph. » Elle cligna lentement des yeux. « James et Joseph », répéta-t-elle comme pour tester la sonorité des noms. De jolis noms. Amina fixa de nouveau les bébés. Elle ne savait pas pourquoi elle les avait amenés ici, mais ses yeux restaient hantés par ce qu'ils avaient vu. Ses yeux noisettes, ses rares yeux bruns dorés. Son défunt mari les avait, et maintenant, ses bébés aussi. Quelques minutes plus tard, un homme d'âge mûr en blouse blanche entra avec une sacoche médicale noire. « Bonsoir, madame, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Docteur, merci d'être venu si vite, » dit Amina en se levant. « Veuillez les examiner. Ils ont été exposés à la chaleur du soleil et leur respiration est faible. » Le médecin se pencha sur les bébés, posa délicatement la main sur leur front et commença son examen. Lina, restée dans un coin, observait en silence. Au bout de 10 minutes, le médecin releva la tête. « Ils sont très faibles, probablement de faim. »« Ils sont en sécurité ?» demanda Amina. « Pour l'instant, leur état est stable, mais ils ont besoin de repos, de lait et de beaucoup de surveillance. » Amina acquiesça. « Faites ce qu'il faut. » Tandis que le médecin préparait une petite perfusion pour chaque enfant, Amina se tourna vers Lina. « Ont-ils mangé ?» Elle hocha lentement la tête. « J'essaie de les nourrir tous les jours, mais c'est difficile. Que leur donnez-vous ? Parfois de la bouillie,
parfois du pain trempé. Si j'ai de l'argent, j'achète du lait, mais la plupart du temps, je n'ai rien. Elle la fixa. Où habitez-vous? Lina baissa la tête. Je dors derrière l'église, sous le cabanon en bois. Elle cligna lentement des yeux. Juste vous et les bébés. Oui, depuis combien de temps? Depuis la naissance de James et Joseph. Amina serra les lèvres. Elle n'aimait pas la sensation d'oppression dans sa poitrine. Elle avait l'impression qu'on lui pesait une pierre. Qu'est-il arrivé à leur père? Lina hésita. Il venait parfois nous voir. Puis un jour, j'ai appris qu'il était décédé. Amina eut le souffle coupé, les yeux rivés sur elle. À quoi ressemblait-il? Lina désigna les jumeaux. Amina ne répondit pas. Elle détourna rapidement le regard. Ce soir-là, les bébés furent installés dans une des chambres d'amis, dans un berceau propre et moelleux, descendu du débarras par le personnel. Ils furent recouverts de couvertures chaudes. Lina prit un bain chaud et reçut des vêtements propres, une vieille tenue de la garde-robe de Amina. Elle mangea du riz et du ragoût, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Puis elle s'endormit sur un petit canapé, près de la chambre des bébés. Mais Amina ne dormit pas. Debout près de la fenêtre de sa chambre, elle fixait la piscine en contrebas. Elle pensait sans cesse à Faye, son défunt mari. Ils avaient été mariés pendant 10 ans, 10 longues années. Il lui avait dit qu'il l'aimait. Il lui avait dit qu'ils étaient ensemble dans cette vie. Il lui avait dit que ce n'était pas grave qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants, qu'ils voyageraient, vieilliraient ensemble, seraient heureux. « Est-ce que je rêve ?» murmura-t-elle. Fémi ne peut pas trahir nos vœux de mariage. Le pire, c'est qu'il n'était même plus là pour. À minuit, Amina ouvrit son tiroir. Elle en sortit un vieil album photo, celui qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle le feuilleta lentement. Il était là, Faye, souriant à ses côtés lors de leur mariage. Fort, grand, beau, avec ses mêmes yeux noisettes. Des yeux dont elle était tombée amoureuse, des yeux qu'elle retrouvait maintenant chez ses jumeaux. Sa main trembla en refermant l'album. Elle s'assit sur le lit, le visage enfoui dans ses paumes. « Je dois en être sûre, » murmura-t-elle. Elle se leva, prit son téléphone et composa de nouveau le numéro du docteur Andrew. Il répondit d'une voix endormie. « Docteur, j'ai besoin d'un test ADN. » Il se redressa brusquement. « Madame, je veux que vous fassiez un test ADN sur ces bébés. Comparez-les avec l'échantillon de Fémi dans le dossier, celui que nous avons fourni lors de son autopsie. » « D'accord, oui, je me souviens. Nous l'avons. Bien. Commencez demain. Très bien. Maman, ça va ?» Elle ne répondit pas. Elle raccrocha et resta immobile dans l'obscurité. Elle venait de franchir le premier pas. Le premier. Elle n'était pas préparée à cela. La maison était silencieuse, d'un calme qui laissait présager un événement important. Amina était assise seule à la longue table de la salle à manger. Elle ne mangeait pas. Une assiette de toast et 2 brouillés intacts étaient posés devant elle. Ses doigts étaient crispés. Son téléphone était à côté d'elle, écran contre la table. Elle fixait la table, l'esprit ailleurs. La veille au soir, elle avait commandé un test ADN. Ce matin, elle attendait que le médecin prélève les échantillons. Elle n'en avait parlé à personne. Elle voulait d'abord être sûre. Elle avait besoin de preuves avant même d'autoriser son cœur à ressentir quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que son cœur avait déjà commencé à s'emballer, et cela l'effrayait. Des pas se firent entendre dans le couloir. Elle leva les yeux. Lina entra dans la salle à manger, un bébé dans chaque bras. Elle était pieds nus, vêtue d'un jean et d'un t-shirt beige un peu grand que Amina lui avait donné la veille. Les jumeaux semblaient en bien meilleure forme, propres et calmes. L'un suçait son pouce. L'autre avait la tête appuyée contre un oreiller sur l'épaule de Lina. « Bonjour maman, » dit-elle doucement. Amina hocha légèrement la tête. « Assieds-toi, » dit-elle. Elle se déplaça lentement et s'assit au bout de la table. Elle ne se servit pas de nourriture. « Tu peux manger, » dit Amina d'une voix basse. « Il y en a encore dans la cuisine, » dit-elle d'un air hésitant. « Vas-y, » ajouta Amina. Lina déposa les bébés sur une couverture posée au sol à côté de sa chaise et commença à manger lentement, sans se presser comme avant. Elle apprenait à se comporter comme si elle ne s'attendait pas à ce que la nourriture disparaisse. Amina la regardait attentivement. Elle mangeait à 2 mains, brisant le pain en petits morceaux avant de le mettre dans sa bouche. Elle lui donna quelques gouttes d'eau à la cuillère. Le bébé ne parlait que si on lui adressait la parole, mais il ne semblait plus effrayé. « Sont-ils toujours aussi calmes ?» demanda Amina après un moment. Le bébé acquiesça. « Oui, si je les nourris et que je les serre contre moi, ils ne pleurent pas. » Amina l'observa attentivement. « Vous avez dit qu'ils s'appellent James et Joseph, n'est-ce pas ?»« Oui, maman. Quel âge ont-ils ?»« 9 mois. » Amina marqua une pause. Un silence s'installa, puis Amina se leva. « Fini de manger. Le docteur Andrew arrive bientôt. »
Je veux qu'il examine les jumeaux à nouveau. Le bébé acquiesça sans lever les yeux. 1 heure plus tard, le docteur Andrew arriva avec une petite mallette noire. Il salua poliment Amina et se dirigea vers la chambre d'amis où les bébés avaient été installés. Il mit des gants, préleva des échantillons sur les joues des bébés et les plaça dans des récipients étiquetés. Amina resta près de la porte à observer. « Ça va prendre longtemps ?» demanda-t-elle. « 2 jours, répondit-il. Peut être moins. Bien. Le docteur Andrew a fait ses valises. Pourquoi avez-vous besoin d'un test ADN, madame ? Elle ne répondit pas. Tandis qu'il partait, Amina se tourna vers les jumeaux et se tint près d'eux. Ils étaient allongés tranquillement dans le berceau, les yeux grands ouverts et curieux fixés au plafond. Ces mêmes yeux, noisettes, brun clair, presque dorés au soleil, comme les siens. Ses doigts effleurèrent le bord du berceau. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Ce soir-là, Amina se rendit dans l'ancien bureau de son défunt mari. C'était la seule pièce qu'elle n'avait pas touchée depuis sa mort. Elle l'avait fermée à clé et avait laissé tout comme il l'aimait. Des livres sur l'étagère, des photos sur le bureau, ses costumes dans le placard. Elle resta longtemps devant la porte avant de l'ouvrir. La pièce sentait la poussière et autre chose, une odeur ancienne et silencieuse. Elle s'approcha du bureau et s'assit. Elle ouvrit les tiroirs un à un. De vieux relevés bancaires, des stylos, une grille de mots croisée à moitié remplie. Puis elle trouva une petite boîte en bois. À l'intérieur, des lettres d'amour, pas d'elle, de quelqu'un d'autre. Elle en ouvrit une. « Fémi, merci d'être venue le week-end dernier. J'aurais aimé que tu restes plus longtemps. Je comprends que ta vie est compliquée, mais je veux que tu saches que je n'attends rien. Reviens quand tu peux. Je t'aime, ton bébé. » Les yeux de Amina s'écarquillèrent de stupeur, sa poitrine se serra. Une autre lettre. « Mon amour, je ne pense pas pouvoir continuer à cacher cette grossesse. Ça devient évident et les gens posent des questions. Mais Faye, parfois j'aimerais que tu lui dises tout simplement « Dis la vérité à ta femme. » Amina referma la boîte. Ses mains tremblaient. Elle se leva et sortit de la pièce. Elle ne pleura pas. Elle alla directement dans sa chambre et ferma la porte à clé. Le lendemain matin, Amina descendit et vit Lina sur le tapis avec les jumeaux qui riaient. Un vrai rire joyeux. Quelque chose dans ce son la fit s'arrêter et les regarda fixement. Elle n'avait jamais entendu de rire de bébé dans sa maison. Lina la remarqua et se leva rapidement. « Bonjour maman !» Elle hocha la tête. « Ils vont mieux aujourd'hui » dit-elle en souriant légèrement. Ils avaient bien dormi. Elle les regarda et hocha de nouveau la tête. Le lendemain, les résultats des tests ADN arrivèrent. Le docteur Andrew lui tendit l'enveloppe dans son bureau. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle attendit qu'il parte. Assise seule, elle fixa l'enveloppe brune où son nom était soigneusement inscrit. Ses mains étaient glacées. Finalement, elle l'ouvrit. Elle lut la première ligne. Correspondance ADN confirmée. Probabilité de paternité, 98%. Ses yeux se figèrent. Elle retint son souffle. Elle laissa tomber le papier et se leva. Elle arpenta la pièce, les mains sur la tête. « Ce sont les siens », murmura-t-elle. « Ce sont vraiment les siens. » Les jumeaux étaient les fils de son mari. Il avait toute une famille secrète. Il avait menti pendant des années. Elle se souvenait de tous les examens à l'hôpital, des traitements de fécondation in vitro, des larmes, de la honte. Il disait toujours que ce n'était pas sa faute, que le problème venait peu, être de deux. Mais pendant tout ce temps, c'était lui qui avait des enfants ailleurs. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle ne les essuya pas. Plus tard dans la soirée, elle était assise avec Lina sur le canapé. Les bébés dormaient dans le berceau à côté d'elle. Elle ne dit rien d'abord, Lina non plus. Puis, elle se tourna vers elle. Lina, elle la regarda. « Qui est leur père ? Combien de temps as-tu été mariée au père de tes jumeaux ?» Elle baissa la tête, comme honteuse de parler, puis elle hocha la tête. « Non, il avait une autre vie ailleurs. Je l'ai rencontré en 2e année d'université. Je ne savais pas qu'il était marié. Il était très gentil et attentionné au début. Puis, quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit et il est venu me voir une seule fois. Depuis, il a disparu. Je lui ai écrit des lettres, mais il ne m'a jamais répondu. J'ai entendu dire qu'il avait une femme, mais c'était déjà trop tard. Il a mangé pour moi. J'étais tombée amoureuse de ses mensonges. Il m'a abandonnée à mon sort. La honte et la douleur m'ont poussée à quitter l'école. Comment s'appelait-il déjà ? Fémi. Amina ferma les yeux un instant. Avez-vous des photos ? Lina fouilla dans un petit sac en plastique à côté d'elle et en sortit une photo pliée. Amina la prit d'une main tremblante. Elle était ancienne, légèrement décolorée, mais il était là, Fémi. Sa main retomba. Elle détourna le regard, puis elle se leva
et alla à la fenêtre. Dehors, le ciel était dégagé, mais à l'intérieur, une tempête grondait. Amina n'arrivait pas à dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, le corps immobile, mais l'esprit en ébullition. Le test ADN était bien réel. Les bébés étaient les enfants de Femi, et Lina était sa maîtresse. Son défunt mari, celui-là même qui lui avait avoué être complice en tout, lui avait construit une double vie. Elle avait mal à la poitrine, mais ce n'était pas seulement de la colère. C'était la trahison, la honte, et le fait que la vérité lui sautait aux yeux sans qu'elle sache comment réagir. Lina passa la matinée à lire une histoire aux jumeaux. Amina, debout, en haut de l'escalier, les observait. Elle ne savait plus ce qu'elle ressentait. De la pitié? Non, c'était plus profond. De la colère, peut-être, mêlée de culpabilité. Elle repensait sans cesse aux nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, persuadée d'être incapable de porter un enfant. Et Faye, il l'avait trompée depuis le début. Chaque jour, il la regardait droit dans les yeux et lui disait qu'ils formaient une équipe. Elle cligna lentement des yeux et détourna le regard. Plus tard dans l'après-midi, Amina ferma les yeux. Elle s'imaginait la scène. Une orpheline, à peine âgée de 24 ans, dormant dans la rue avec des nouveau-nés, sans personne pour l'aider. Enceinte d'un homme presque 2 fois plus âgé qu'elle, trompée et abandonnée à son sort. Amina déglutit difficilement. Le soir même, Amina retrouva Lina dans le jardin. Elle essayait de bercer l'un des jumeaux pour l'endormir. L'autre mâchouillait un jouet en plastique. « On peut parler ?» demanda Amina. Elle se leva d'un bond. « Oui, maman. » Amina s'assit sur le banc du jardin et tapota l'espace à côté d'elle. « Tu te souviens quand tu as dit que le père de tes jumeaux avait une autre vie ?» Lina acquiesça. « Cette autre vie, c'est moi. Je suis la femme de Femi. » Les yeux de Lina s'ouvrirent, stupéfaite. « Maman, tu es la femme de Femi ?» « Oui, » répondit Amina. La peur l'envahit. Elle se jeta aussitôt à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Omar, je t'en prie, pardonne-moi, » sanglota-t-elle. « Je ne savais pas qu'il était marié. J'étais naïve et cupide. Je l'ai vu riche et je me suis laissé berner. Au début, je n'ai rien su de lui, mais quand je suis tombée enceinte, il était trop tard. C'est là que j'ai découvert sa situation. Je lui ai demandé de te parler de moi pour le bien de ses enfants, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Ce n'est qu'après avoir appris son décès que j'ai compris. Pardonne-moi, je t'en prie. Je ne voulais pas briser votre mariage. » Des larmes coulèrent sur les joues de Amina, mais elle les essuya rapidement. « Ce n'est pas ta faute, dit-elle. Ce n'est pas toi qui as rompu nos vœux de mariage, ni ces enfants innocents. Je te pardonne. Tu as lutté pour survivre. Tu as dû mendier pour avoir à manger. Tu as dormi dans des églises. Tu as abandonné l'école. Tu as tout fait pour sauver ces enfants. Tu étais naïf, mais la vie t'a appris une leçon. » Elle regarda le bébé dans ses bras. Joseph bâilla, la bouche grande ouverte, sa petite main posée sur l'épaule de Lina. Amina posa doucement la main sur le dos du bébé. « Tu ne souffriras plus, » dit-elle. Plus tard dans la nuit, Amina se tenait devant son miroir. Elle se regarda. Pendant des années, elle avait vécu comme une statue, forte, polie, froide. Mais maintenant, elle sentait sa poitrine se briser. La culpabilité qu'elle portait de ne pas avoir d'enfant quitta son cœur. Elle se souvenait de ses prières pour avoir un enfant, de la culpabilité qu'elle s'était procurée, ce sentiment de vide. Elle avait même envisagé l'adoption, mais Faye lui avait dit « Aucun enfant que nous n'avons pas conçu ne sera jamais le nôtre. » Et maintenant, la voilà dans une maison pleine d'enfants, les siens et sa maîtresse. Le lendemain matin, Amina entra dans la chambre des jumeaux et trouva Lina déjà levée, en train de les habiller. « Tu te lèves toujours tôt, dit-elle. Je ne dors pas beaucoup, ça se voit. » Elle s'assit sur le lit et la regarda boutonner la chemise de James. « Lina, dit-elle, comment te sentirais-tu si je faisais en sorte que tu n'aies plus jamais à dormir dans la rue ?» Lina la regarda, perplexe. « Tu veux dire rester ici pour toujours ?»« Pas seulement rester, précisa-t-elle. Vivre ici, retourner à l'école, être en sécurité, offrir aux jumeaux un avenir meilleur et un nom. » Lina cligna des yeux. « Tu veux qu'on vive ici, si tu le veux ?» Elle ne répondit pas. Elle répondit. Soudain, elle éclata en sanglots. Elle pleurait en repensant à toutes les épreuves qu'elle avait traversées. Elle tomba à genoux et se couvrit le visage. Amina resta immobile quelques secondes, puis elle se releva et s'approcha. « Lève-toi, dit-elle. Je fais cela pour les enfants. Je n'ai rien contre eux ni contre toi. Je suis sûre que tu as tiré des leçons de tes erreurs. » La nouvelle ne resta pas longtemps secrète. Dans une maison comme celle des Adelki, tout le monde parle. Les gardes, les chauffeurs, même les domestiques. Et dès que le premier murmure franchit les portes du manoir, il se propagea comme une traînée de poudre. Le lendemain matin,
Son nom était murmuré dans les rues commerçantes d'Ecoy et dans les coins des tables de Banana Island. Elle a ramené une fille des rues. On dit que les jumeaux sont les enfants de son mari. Faye l'a-t-il vraiment trompé pendant toutes ces années? Les rumeurs se multipliaient et s'entremêlaient comme une tempête. Et Amina savait que bientôt, les personnes les plus importantes viendraient frapper à sa porte, non par sollicitude, mais par peur. La peur qu'elle ne bouleverse l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Empire Soro. Et elle avait raison. Ils arrivèrent un dimanche après-midi. 3, 4 et 4 noirs firent irruption dans sa propriété, tels des rois arrivant en guerre. Son chef de la sécurité l'appela aussitôt. « Madame, c'est le chef Baleine Adelk, accompagné de 2 de ses cousins. » Elle se leva de son fauteuil de lecture dans son salon privé et posa sa tasse de thé sur la table. « Faites-les entrer, » dit-elle simplement. En bas, la porte d'entrée s'ouvrit. Le chef Baleine était le frère aîné de Femi, un homme massif à la voix perçante, qui avait l'habitude de parler comme si le monde entier lui devait quelque chose. Il entra, le torse bombé, suivi de 2 jeunes hommes en abada, portant des lunettes noires à l'intérieur. Amina ne se leva pas lorsqu'ils entrèrent dans le salon. Elle se contenta de croiser les jambes et de les regarder. « Bonjour, dit-elle. Le chef Baleine ne sourit pas. « Nous devons parler. J'imagine que c'est pour cela que vous êtes là. » Le plus jeune des hommes laissa échapper un léger sifflement. « Alors, c'est vrai. » Amina le regarda. « Qu'est-ce qui est vrai, exactement ?» Le chef Baleine ne s'assit pas. Il arpenta lentement la pièce, comme si elle lui appartenait. « Vous avez fait entrer une folle dans cette maison avec ses bébés. Des bébés dont on dit qu'ils sont ceux de Femi. » Amina ne dit rien. Le chef Baleine plissa les yeux. « Est-ce vrai ?» Elle prit un dossier sur la table et le lui tendit. « Lisez vous-même. » Il le prit, ouvrit la première page et lut le rapport ADN. Son visage resta impassible, mais ses doigts se crispèrent sur le dossier. « Où les avez-vous trouvés ?» demanda-t-il. « Dans la rue Amandier. » Il claqua le dossier. « Et vous les avez fait entrer dans cette maison, comme ça. Ce sont les enfants de Femi. » Il la désigna du doigt. « Ça ne veut pas dire qu'ils sont les vôtres. » Amina se leva. « Ils ont le même sang qui coule dans ses veines. Ça veut dire qu'ils ont aussi une part du mien. » L'autre homme s'avança. « Madame Amina, avec tout le respect que je vous dois, nous comprenons votre douleur, mais la situation est très grave. Je sais parfaitement à quel point c'est grave, dit-elle d'une voix basse. Le chef Baleine finit par s'asseoir. Savez-vous ce que les gens disent? Que vous avez perdu la raison? Que vous voulez tout léguer à des inconnus? Ce ne sont pas des inconnus, rétorqua Amina. Ce sont ses enfants, ceux qu'il m'a cachés, ceux que vous n'avez pas daigné retrouver après sa mort. Le silence se fit dans la pièce, puis le chef Baleine se pencha en avant. Vous êtes sur le point de tout détruire. Le conseil d'administration pose déjà des questions. Les actionnaires s'agitent. Ils font venir des enfants de nulle part. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans notre famille. Amina croisa les bras. Vous voulez dire que vous comptiez tout prendre? Il ne le nia pas. Vous n'avez pas d'enfants, dit-il simplement. Impossible. Cela signifie que la famille prend le relais. C'est comme ça que ça se passe. Plus maintenant, répondit-elle. Le plus jeune cousin éleva la voix. Alors tu veux désigner les garçons comme héritiers? Les enfants d'une folle. Lina n'est pas folle, dit-elle fermement. C'est la maîtresse de Femi, la mère de ses fils, qui l'a abandonnée avant de mourir, ce qui fait d'eux de meilleurs héritiers que vous tous. Le cousin rit amèrement. Ils ne savent même pas tenir une cuillère. Tu fais une erreur. Amina fit un pas en avant. J'en ai déjà fait une. J'ai fait confiance à Faye. Je l'ai laissé tout gérer pendant que je jouais la femme sage. Plus maintenant. Il la pointa du doigt une dernière fois. Tu vas le regretter. Elle releva le menton. Non, tu vas regretter de m'avoir sous-estimé. Après leur départ, Amina se rassit et prit une profonde inspiration. Elle tremblait légèrement, non de peur, mais de fureur, d'audace, de culot. Elle était choquée. La façon dont elles étaient entrées chez elle, comme si c'était elle qui avait besoin d'une permission. Elle entendit des pas et se retourna. Lina se tenait à l'entrée du couloir. Elle avait tout entendu. Son visage était crispé, ses poings étaient serrés. « Je peux y aller si tu veux, » dit-elle doucement. Amina se leva lentement. « Va-t'en, » dit-elle en haussant les épaules. « N'importe où, je ne veux pas créer de problème. » Amina s'approcha d'elle et posa les mains sur ses épaules. « Tu ne vas nulle part. » Mais elles sont en colère. Elles l'ont toujours été. Elles étaient en colère quand j'ai épousé Faye. Elles étaient en colère quand j'ai repris l'entreprise. Maintenant, elles sont en colère parce que tes fils existent. Elle la regarda dans les yeux. Je n'essaie pas de leur prendre quoi que ce soit. Je sais, je les veux juste. Elle regarda au bout du couloir où les jumeaux jouaient dans leur berceau. Elle voulait qu'ils aient un avenir. Amina acquiesça. Et ils en auront un. Je deviendrai la tutrice légale des jumeaux pour qu'ils portent mon nom. Ainsi, leur avenir sera assuré.
et personne ne pourra leur prendre leur héritage. Ce soir-là, la tension était palpable à la maison. Même le personnel était silencieux, mais Amina n'y prêta aucune attention. Elle appela son avocat. « Préparez les papiers, dit-elle. Pourquoi faire? Je veux la tutelle des enfants. Tu es sûre, maman? Ça va déclencher une guerre. Je ne déclenche pas la guerre, répondit-elle. Je la termine. Le lendemain, la presse frappa à la porte. Un titre était déjà paru. La veuve de Femi Adel recueille les enfants d'une femme atteinte de folie. Elle prétend qu'ils sont les héritiers cachés de son défunt mari. Des photographes campaient près du portail. Les journalistes criaient des questions dès que la voiture de Amina sortait. Les membres du conseil d'administration commencèrent à appeler. L'un d'eux, Monsieur Roland, finit par dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. « Madame, cela va affecter l'entreprise. Les investisseurs sont inquiets. Les médias ne lâcheront pas l'affaire. Peut-être vaut-il mieux que vous preniez un peu de recul par rapport à ma propre entreprise. » Juste un moment, le temps que la tempête se calme, Amina sourit et raccrocha. Quelques jours plus tard, Amina commença à se sentir mal. Elle n'était plus elle-même. Elle avait cessé d'aller au bureau. Le moindre souci l'affaiblissait. Elle dormait sans cesse. Elle se demandait si c'était le stress du procès ou la nouvelle réalité qui venait de lui apparaître concernant l'homme en qui elle avait autrefois toute confiance. Mais Amina ignorait que Lina, en secret, avait un plan. Ce soir-là, elle parvint à se lever pour aller chercher de l'eau. En descendant lentement vers la cuisine, elle entendit Lina rire dans la chambre des jumeaux. Elle crut que Lina jouait avec eux. S'approchant, elle s'arrêta à la porte. C'est alors qu'elle entendit Lina dire « Elle ne va pas tarder à partir. Les pilules font leur effet petit à petit. Elle ne survivra pas jusqu'au jour du procès. Ce n'est plus qu'une question de jours. Une fois morte, tout sera à nous. N'oublie pas de lui donner ces pilules jusqu'à ce jour. » La peur s'empara aussitôt de Amina. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se figea. Elle sentit son sang se glacer. Ses doigts tremblaient. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle colla son oreille à la porte, espérant avoir mal entendu. Mais alors, une voix d'homme se fit entendre, douce, familière. « Ne t'inquiète pas, dit l'homme. Quand elle mourra, tu sauras ce que signifie être traitée comme une reine. Je sais que Femi t'a déçu, mais pas moi. Dès le jour où je t'ai vu, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre. » Lina rit de nouveau. Elle me prend pour une idiote, mais je vais lui prouver que je suis 10 fois plus intelligente qu'elle. Elle veut me prendre mes enfants, juste pour leur donner un nom de famille. Comme si c'était moi qui lui avais demandé d'être baronne. Quand nous nous marierons, je serai aussi appelée Madame Adelk. Elle rit. Bien, dit la voix. J'espère que tu as déjà commencé à choisir ta robe de mariée. Amina n'en croyait pas ses oreilles. Lina complotait avec un membre de la famille de son défunt mari pour la tuer. Mais qui, exactement? Elle n'en savait rien. La personne même qu'elle tentait d'aider était à l'origine de son malaise soudain. C'était le poison qui l'affaiblissait depuis quelque temps. C'était Lina qui l'empoisonnait lentement. Elle se retourna et dévala les escaliers en courant, la main sur la poitrine. Elle ne savait pas où aller. Sa tête tournait. Alors qu'elle peinait à respirer, sa vision se brouilla. Elle murmura « Mon Dieu, faites que je ne meure pas ». Elle parvint en difficulté au quartier des garçons où se trouvait Matthew, son chauffeur, et lui demanda de la conduire rapidement à l'hôpital. Son cœur battait la chamade, le poison la consumant peu à peu. Au moment où la voiture franchissait le portail de l'hôpital, Matthew en sortit en criant « Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi !» « Elle est à bout de souffle !» cria-t-il à plein poumon. Médecins et infirmières accoururent aussitôt avec un brancard. Ils ouvrirent la portière et sortirent délicatement Amina. « Docteur, je vous en prie, sauvez-la !» supplia Matthew, la voix tremblante de peur. « Ne vous inquiétez pas, maman. Vous ne mourrez pas. Au nom de Jésus-Christ !» lui dit une infirmière, tandis qu'il l'emmenait en toute hâte aux urgences. Matthew, assis dans la salle d'attente, les mains sur la tête, s'impatientait. Les minutes lui paraissaient des heures. Il se demandait ce qui avait bien pu lui arriver. Quelques heures plus tard, le docteur Andrew ouvrit la porte. Matthew se précipita vers lui. « Comment va-t-elle, docteur ?»« Elle va bien, » répondit-il. « Mais son état est très grave. Son cœur est faible. Sa respiration est lente. Le poison a pénétré dans son organisme. »« Du poison ?» s'écria Matthew. « Qui a bien pu faire une chose pareille à Madame Amina ?»« Nous le découvrirons, » dit le docteur Andrew. « Pour l'instant, prions pour qu'elle se rétablisse. » Après des heures sous perfusion, les doigts de Amina tressaillirent à nouveau. Puis ses paupières s'ouvrirent lentement, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle tenta de parler, les lèvres sèches et faibles. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle à une infirmière. « Appelez le docteur Andrew.
Lorsqu'il entra dans la chambre, il s'approcha et s'assit près de son lit, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Madame, dit-il doucement, parlez-moi, que s'est-il vraiment passé ?» Amina se redressa lentement. Elle était encore faible, mais ses idées étaient claires. Ses yeux étaient rouges et emplis de douleur. « Docteur !» commença-t-elle d'une voix tremblante. « Quelqu'un essaye de me tuer. » Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent. « Vous tuer? Qui ferait une chose pareille ?» Amina détourna le regard, les mains tremblantes. « C'est Lina, » murmura-t-elle. « La même fille que j'ai sauvée de la rue avec ses bébés. Elle complote avec quelqu'un de la famille de Femi pour me tuer afin de s'emparer de l'entreprise et des biens. » Le docteur Andrew se figea. « Lina ?» demanda-t-il, sous le choc. « Vous en êtes sûr ?» Amina hocha lentement la tête. « Je l'ai entendu de mes propres oreilles, » répéta-t-elle chaque semaine. Elle était au téléphone avec un homme. Lina empoisonne mon thé tous les matins avant que je descende prendre mon petit déjeuner. « Madame Amina, » dit-il doucement, « vous êtes en train de me dire qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. » Amina hocha de nouveau la tête, la voix brisée. « Oui, docteur Andrew, c'est un plan, mais je ne peux pas encore le prouver. Il me faut des preuves. Je dois savoir qui d'autre est impliqué. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Seul le bip lent du moniteur cardiaque à côté de son lit venait troubler le silence. Soudain, une idée folle traversa l'esprit de Amina, une idée qui pourrait tout lui coûter. Elle se tourna vers le docteur Andrew et murmura « Docteur, aidez-moi à simuler ma mort. » Le docteur Andrew la fixa, abasourdi. « Quoi, madame ? C'est dangereux. Je sais, » répondit-elle calmement. « Mais c'est la seule solution. S'ils me croient morte, ils se détendront, ils se dévoileront. Je verrai enfin les visages derrière ma souffrance. » Ses yeux brillaient de larmes, mais une flamme y brûlait aussi, la flamme d'une femme déterminée à se battre. Le docteur Andrew était assis là, silencieux, plongé dans ses pensées. Il la regarda à nouveau et hocha lentement la tête. « Si c'est vraiment ce que vous voulez, alors nous ferons les choses correctement, » dit-il doucement. Et ce fut le début d'un plan qui allait bouleverser tout le monde. Amina mourrait, mais seulement sur le papier. Le monde la croirait disparue et la vérité éclaterait enfin. Amina était allongée sur le lit, fixant le plafond. Son cœur battait la chamade. « Suis-je vraiment en train de faire ça ?» se demanda-t-elle. « Suis-je vraiment sur le point de simuler ma propre mort ?» À côté d'elle, le docteur Andrew et son chauffeur Matthew se tenaient silencieusement dans un coin, tenant une petite bouteille remplie d'un liquide transparent. Son visage était grave. « Ce médicament va ralentir votre rythme cardiaque, » dit-il doucement. « Il va vous refroidir, vous rendre pâle. Votre respiration va presque s'arrêter. Vous aurez l'air morte, mais vous serez encore en vie. » Amina hocha lentement la tête. Elle ne broncha pas. Sa décision était prise. Toute sa vie, elle avait fait confiance et aimé des gens qui ne faisaient que l'utiliser et la trahir. D'abord Faye, maintenant Lina. Des larmes coulèrent sur les joues de Amina, mais sa voix resta ferme. « Faites-le, docteur, » murmura-t-elle. Le docteur Andrew lui jeta un dernier regard, puis enfonça lentement l'aiguille dans son bras. Le liquide froid se répandit dans ses veines. Sa vision se brouilla. Son corps commença à s'engourdir. Son cœur ralentit de plus en plus jusqu'à presque s'arrêter. « Allongez-vous, » dit doucement le médecin. Il la déposa délicatement sur le lit. Ses lèvres pâlirent. Sa poitrine bougeait à peine. Son corps était froid comme du marbre. Il plaça des poches de glace sous ses aisselles et à ses pieds pour faire baisser encore sa température. Le docteur Andrew a alors dit à Matthew de rentrer chez lui et d'informer tout le monde au manoir que Madame Amina était partie. Elle s'est enfuie. En moins d'une heure, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Son manoir s'est rempli de journalistes, ses employés pleuraient. Lina s'est précipitée à l'hôpital en sanglotant. Elle a crié « Oh, l'ennemi a réussi !» Elle pleurait à chaudes larmes. On aurait dit une sainte, tant elle feignait de souffrir atrocement. Mais à y regarder de plus près, on pouvait apercevoir un sourire narquois dissimulé sur son visage. Elle s'efforçait de le cacher. Quelques instants plus tard, le docteur Andrew est sorti de la chambre. Aussitôt, elle a appelé l'homme. « Félicitations, mon chéri. C'est fait. Tout est à nous. » Amina entendait leur voix, son cœur battant la chamade, bien que son corps restât immobile. « Enfin, » murmura Lina en se penchant vers elle. « Enfin, nous pouvons tout avoir. » Elle sourit. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-elle doucement. « On n'a plus besoin de se cacher. » Amina voulait crier, mais elle n'y arrivait pas. Lina se pencha près de son visage, le visage de la femme qu'elle avait trahie, et murmura « Les pilules fonctionnent à merveille. Je te l'avais dit, » dit Akin. Des larmes coulèrent sur les joues de Amina sous le drap blanc. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. C'était le cousin de Femi, Akin, qui était derrière tout ça, et la même femme qu'elle avait sauvée de la rue. Tous deux étaient des monstres déguisés. « J'ai tellement hâte que tu emménages enfin dans le manoir.
Lina gloussa. C'est drôle, non? Amina était si naïve, toujours gentille, toujours généreuse. Elle n'avait rien vu venir. Akin rit. Elle était trop naïve. Et maintenant, elle est partie. Sous le drap, les poings de Amina se serrèrent. Ses yeux brûlaient de rage. Elle avait enfin vu la vérité. Elle avait toujours cru que Lina avait changé, mais la cupidité et la jalousie étaient encore enfouies au fond de son cœur. Quand ils sont partis, le docteur Andrew et son chauffeur, Matthew, sont entrés et l'ont touchée. Elle s'est alors réveillée. « Vous avez tout enregistré ?» a demandé Amina. « Oui, madame. »« Bien, » a-t-elle répondu. « Je la croyais innocente. Je n'aurais jamais cru qu'elle était une vipère. J'ai légué toute ma part d'héritage à ses enfants pour qu'ils aient un avenir meilleur et ne vivent plus jamais dans la rue. Mais en retour, elle a comploté avec le cousin de mon défunt mari pour me tuer. Ils ont perverti ma bonté. Vous avez maintenant toutes les preuves nécessaires. Et maintenant ?» demanda le docteur Andrew. « Matthew, je veux que tu appelles mon avocate, maître Fessus. Il est temps de mettre les choses au clair. » Une semaine plus tard, dans le manoir de Amina, Akin et Lina vivaient pleinement leur bonheur. Ils avaient retiré tous les portraits de Amina et installé les leurs. « C'est nous qui commandons maintenant », se félicitèrent-ils. La salle d'audience était comble le jour de l'audience. Lina entra dans une élégante robe rouge, ses talons claquant sur le sol. La tête haute, elle était suivie d'Akin. Leur plan était de classer l'affaire, Amina étant décédée et ses biens ayant déjà été légués à ses enfants. Le juge entra, l'assistance se leva. Quand vint le tour de la parole, l'avocate de Amina se leva. « Monsieur le juge, avant de poursuivre l'audience, je voudrais appeler un témoin à la barre. » Et la voilà Amina, vivante et rayonnante. Elle entra, l'air fort, confiant et serein. Elle esquissa un sourire froid. Le silence se fit dans la salle. Le juge balaya la salle du regard. « N'est-ce pas Amina Adelek? Ou est-ce un fantôme ?» demanda un spectateur. « Oui, c'est moi. Je suis vivante. » La peur la saisit au cœur. Lina n'en croyait pas ses yeux. « Non, c'est impossible. Elle a dit que c'était un fantôme, vous tous. J'ai vu son corps sans vie à l'hôpital. »« Oui, » dit Amina, « c'est ce que vous pensiez. Mais j'ai seulement reçu une injection qui a ralenti ma respiration, ce qui vous a fait croire que j'étais morte. Je sais tout maintenant. Comment vous avez comploté avec Achin pour m'empoisonner après tout ce que j'ai fait pour vous. D'abord, c'était mon mari. Maintenant, vous voulez me tuer pour vous emparer de mes biens. » La salle d'audience entière resta figée, sous le choc. La même femme qu'elle avait sauvée dans la rue avec ses jumeaux était celle qui voulait la tuer. L'avocat de Amina s'avança alors. « Monsieur le juge, voici les images de vidéosurveillance montrant les aveux de Lina et d'Ahen à l'hôpital. » L'agente informatique appuya sur le bouton. La salle d'audience assista à la scène où Lina, avec la complicité d'Aken, avoua avoir empoisonné Amina. Akin lui avait promis un mariage arrangé avec un membre de la famille Soro et ferait d'elle une actionnaire de l'empire Soro. Le tribunal fut plongé dans le chaos. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les spectateurs criaient, et Akin, figé par la honte, restait assis. Le juge frappa son gable. « Pan, 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 silence, c'est toujours mon tribunal. » Le silence retomba. La voix du juge tonna. « Akin Adeleke, avancez. Avez-vous conspiré avec Lina pour empoisonner Madame Amina Adeleke ?» Un instant, il sembla hésiter à mentir. Lina éclata en sanglots. « Oui, monsieur le juge, nous l'avons fait. Il m'a dit de ne pas faire confiance à Madame Amina, qu'elle se servait de moi pour garder les biens de leur frère. Il a dit que si je l'épousais, puisque j'avais des enfants de leur défunt frère, je serais responsable de toute la propriété. » Des murmures parcoururent la salle d'audience. Certains poussèrent des cris d'effroi, d'autres jurèrent entre leurs dents. Les jambes de Amina fléchirent. Elle faillit tomber, mais son avocat la retint. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle ne savait pas si elle pleurait de soulagement, la vérité éclatant enfin. La voix du juge fit trembler la salle. Ce tribunal déclare Lina et Akin Soro coupables de complot en vue de commettre un meurtre. Vous êtes tous deux condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Quant aux jumeaux, Madame Amina restera leur tutrice légale, car ils sont les enfants de son défunt mari. Le marteau frappa. Bang, bang, bang. La galerie explosa de joie. Certains pleuraient, d'autres criaient des louanges. Amina tomba à genoux, sanglotant de soulagement. De retour au manoir, elle se dirigea droit vers la chambre des jumeaux. L'atmosphère était pesante. Son cœur avait été brisé toute sa vie. Elle avait été trahie par ceux qu'elle aimait. Elle s'assit silencieusement, perdue dans ses pensées, réalisant qu'elle venait d'échapper à la mort. C'est alors que l'un des jumeaux, Joseph, se réveilla. Ses yeux noisettes la fixèrent, lui rappelant la trahison de Fémi et la douleur que leur mère, Lina, lui avait infligée. Soudain, il tendit les bras,
son regard l'invitant à le prendre dans ses bras. Mais Amina détourna le regard. « Je ne peux pas, je ne peux pas, c'est trop douloureux », murmura-t-elle. Puis elle le regarda à nouveau, et la pitié l'envahit. « Oh mon Dieu, dit-elle, pardonne-moi, j'ai laissé l'amertume aveugler mon cœur. » Puis elle se précipita et le prit dans ses bras. « Tu n'es ni Faye, ni ta mère. Tu n'es qu'un enfant innocent. Je ne laisserai pas la haine s'installer dans mon cœur contre vous, mes enfants. Je n'ai pas d'enfants, mais Dieu a fait se croiser nos chemins, et je promets de vous élever comme mes propres enfants. » Un après-midi, 3 ans plus tard, alors que Amina rentrait de l'école avec les jumeaux, elle s'arrêta au milieu de la rue. C'était l'endroit même où elle avait vu Lina et les jumeaux pour la première fois. Elle marqua une pause, les yeux fixés sur ce lieu où elle se tenait autrefois avec eux, à regarder la circulation. L'un des jumeaux, assis à l'arrière, lui tapota l'épaule. « Maman, dit James, qu'est-ce que tu regardes ?» demanda-t-il de sa petite voix douce. Amina sourit tendrement et lui caressa les joues. « Mon garçon, dit-elle en le chatouillant, c'est par cette rue que vous êtes arrivé jusqu'à moi. » Puis elle redémarra. « Le mal peut triompher un temps, mais la vérité finit toujours par l'emporter. Soyez bons, mais ne laissez jamais l'amour vous aveugler sur les véritables intentions des gens. Dieu défend toujours les innocents, même quand tous se retournent contre eux. » Qu'auriez-vous fait à la place de Amina? Aurait-elle dû confier les jumeaux à un orphelinat après tout ce que leur mère lui a fait subir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes et inspirantes, porteuses d'enseignements précieux.